Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, bonjour pour cette nouvelle émission Synthèse. Nous retrouvons nos amis Philippe Rondat. Bonjour Philippe. Le professeur. Bonjour Roland. Bonjour le professeur. Vous n'êtes pas en vacances en ce moment? Il y a eu des vacances là récemment. Les professeurs sont toujours en vacances, comme chacun sait. C'est les élèves qui sont en vacances. Ah, c'est les élèves, les professeurs continuent à travailler. Mais je leur donne du travail pendant les vacances. Ah, bah voilà, comme ça ils sont occupés. Voilà. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour Roland. Et nous avons un invité qui... Ah, c'est bien, parce que là, on va pas parler trop politique française, je crois pour une fois, peut-être un petit peu, mais on va surtout parler de la politique de nos voisins et amis espagnols. Vous avez, alors, donc je présente d'abord Michel Festivi. Bonjour Michel Festivi. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'Espagne, en particulier l'Espagne du XXe siècle et du XXIe siècle d'ailleurs, parce que vous collaborez aussi au quotidien présent, Oui. vous faites régulièrement des articles suivant justement la vie politique espagnole, le Parti populaire, Vox, Vox, Mouvement national espagnol, et vous avez écrit il y a quelques semaines aux excellentes éditions de Alpha, Merci Roland. Voilà, j'attendais. Un livre sur les trahisons des gauches espagnoles. Alors, les trahisons des gauches, c'est pas très original. Espagnol, ça quand même, ça permet de cadrer un petit peu le débat. Du républicanisme au totalitarisme, 1930-1936. En gros, l'histoire de la seconde République espagnole. Voilà, j'allais dire la première, c'était... Je pense que le pluriel au mot gauche a son importance. Oui, les gauches espagnoles. Ah, c'est intéressant de... D'abord, première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser en particulier à l'histoire de l'Espagne, B, à l'histoire de l'Espagne contemporaine, et... D'abord, je suis un passionné d'histoire. Ouais, c'est déjà une bonne raison. Oui, ça c'est une première raison. Deuxième raison, je vais depuis 45 ans à peu près en Espagne, de manière assez régulière, très régulière même. Depuis que je suis à la retraite, j'y vis même une partie de l'année. Et donc, petit à petit, cette problématique m'a intéressé, passionné. Et comme je lisais énormément de bêtises et de choses de très mauvaise foi, eh bien, j'ai voulu un peu rétablir l'équilibre. Dieu sait qu'on en a dit. Dieu sait qu'on en a dit. Ça fait partie de votre vocation professionnelle aussi. Vous étiez avocat. Exactement, oui, j'étais avocat pendant plus d'une quarantaine d'années et d'ailleurs dans ce livre, je fais beaucoup référence à la Constitution de la Deuxième République, la Constitution de 1931, et je m'appuie beaucoup sur la Constitution pour démontrer, mais je ne suis pas le seul, certains historiens sérieux l'ont fait aussi, mais pour démontrer vraiment la trahison des gauches. D'accord. Par rapport à cette constitution républicaine, parlementaire, etc. Alors, je crois, parce que certainement que beaucoup de nos amis téléspectateurs de TV Liberté ne connaissent pas forcément parfaitement l'histoire de l'Espagne au XXe siècle. C'est intéressant. Alors peut-être que, puisque vous connaissez bien toute cette période, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots l'histoire d'Espagne, ce qui s'est passé, comment on est passé de la monarchie à la période du général Primo de Rivera, ensuite à la République espagnole, puis à l'arrivée des forces nationales regroupées autour du général Franco au pouvoir en 1936, pardon. Et oui, 36. Et puis 45 ans d'Espagne, qui en 45 ans, d'un pays... le mot est peut-être pas très gentil, mais un pays en retard, on va dire, pour pas dire autre chose. Par rapport aux autres grands pays européens, est redevenu une grande puissance à la fois économique, puissance mondiale, je la crois, puissance mondiale à la mort du général Franco. Franco, il y est pour beaucoup. Et il y est pour beaucoup. Oui. Et pourquoi Franco autant décrié moi, il y a toujours une question que je pose aux gens qui me parlent de ça. Je leur dis, écoutez, essayez d'imaginer un instant que l'Europe, en 1945, se soit retrouvée avec d'un côté un régime communiste en Espagne et de l'autre côté le bloc de l'Est. Bon, on était communiste. Je crois que l'affaire était pliée. Entendu, oui. Alors, au lieu de critiquer le général Franco et ce qu'il a fait, vous feriez mieux de lui dire merci. Oui. Déjà, parce que c'est le premier point. C'est le premier point. Alors après, on peut toujours discuter sur un certain nombre de choses, c'est vrai, mais sur qui ne peut pas tourner. C'était pas le régime idéal non plus. C'était pas le régime idéal, mais qu'importe. Certains amis qui se réfèrent plus à José Antonio et à la Phalange, après, peuvent en discuter aussi. Mais sur le principe, voilà déjà un état de fait que nul ne peut nier. Et ça, c'est important. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de l'Espagne au XXe siècle. C'est une histoire très compliquée. Ça commence au 19e siècle, d'abord. La monarchie est rétablie vraiment en 1975-76. Il y a une constitution
clerc qui a établi le roi, un parlement. En 1890, on établit même le suffrage universel masculin. Donc vous voyez, c'est pas du tout un pays arriéré au niveau institutionnel, mais très rapidement va se greffer d'importantes difficultés, d'abord des difficultés économiques. L'Espagne va perdre son empire en 1898, donc ça va être un traumatisme gigantesque au niveau politique en Espagne. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le livre, ce qu'on appelle la génération 1898. L'empire espagnol, c'était quoi à l'époque ? C'était Cuba, les Philippines, Costa Rica. Il restait plus que ça. Cuba, les Philippines, Costa Rica et Guam. Mais c'était très important, notamment Cuba et les Philippines. Et les Américains ont voulu piquer ça à l'Espagne, c'est clair. Et donc ils ont enclenché des guerres aux Philippines et à Cuba. L'Espagne a essayé de suivre le plus longtemps possible. Elle s'est battue très courageusement, mais elle a lâché. Et au traité de Paris en 1898, elle a perdu toutes ses colonies. Et donc en Espagne, c'est un traumatisme, un peu comme en Prusse, lorsque Napoléon a envahi les Allemagnes en 1807 avec Fichte, qui a fait son discours à la nation allemande, ou chez nous, après 1870, après la défaite de 1870, en Espagne, c'était la même chose. Un traumatisme national considérable, avec des luttes incessantes entre libéraux, conservateurs, carlistes, monarchistes, etc. Et puis finalement... Il y a eu, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a eu effectivement cet épisode, ce qu'on appelait les guerres carlistes. Il y a eu 3 guerres carlistes, effectivement. Ce serait intéressant d'en parler, parce qu'on en parle... Les guerres carlistes, en fait, ça vient du fait que l'Espagne avait rétabli en 1700 et quelques, quand les Bourbons sont arrivés comme rois d'Espagne, avait rétabli la loi salique. Donc seuls les fils pouvaient succéder à leur père. Et il y a un roi qui n'avait que des filles. Donc la fille aînée c'était Isabelle, je crois, et il a voulu que sa fille règne, donc il a supprimé la loi salique, et le frère de ce roi, Don Carlos, a réagi avec tous les traditionalistes espagnols. Ils ont réagi en disant c'est pas possible de faire ça, et donc il y a eu des guerres qui sont 3 guerres de suite qui ont mis à mal l'Espagne effectivement aussi. Il y a toujours d'ailleurs une tradition carliste quelque part, notamment en Navarre. En Navarre, oui, tout à fait. Le romancier Pierre Benoît a fait un très bon roman pour Don Carlos Et donc des luttes incessantes, conservateurs, etc. Et puis finalement, en 1875, donc les choses se calment. Il y a une constitution, monarchie constitutionnelle qui se met en place avec Alphonse XII, mais très vite il décède, donc son fils qui lui succède, Alphonse XIII. En 1875. 1875. Un siècle avant 1875. Voilà. Exactement, la constitution est de 1876. D'accord. Et elle va durer jusqu'en 1931. Ouais. Alors avec des hauts et des bas, parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, des violences politiques très importantes, notamment les anarchistes qui commencent à pointer du nez, les groupes révolutionnaires qui vont se mettre en place après la révolution bolchevique de 1917. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Espagne est restée neutre pendant la Première Guerre mondiale, donc elle a eu un accroissement économique important, et qui dit accroissement économique dit marxisme, syndicat, prolétariat, donc etc., etc. Et puis en 1900, dans les années 20, donc ça va pas du tout, la Catalogne réclame son indépendance, et donc il y a un général qui s'appelle Miguel Primo de Rivera, qui est mort à Paris, effectivement, du diabète, paraît-il, et qui prend le pouvoir, enfin qui fait une proclamation pour prendre le pouvoir. Alors ça réussit à moitié, il n'arrive à prendre le pouvoir qu'en Catalogne, mais puisqu'il est capitaine général de Catalogne à ce moment-là, mais très vite le roi lui donne les rênes du gouvernement, et pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1930, il va mener le pays, il va faire des transformations économiques importantes, des grandes routes, des barrages hydroélectriques, les fameux paradors, c'est lui qui les a inventés. Ah oui. Oui, effectivement. Et d'autres choses. Mais finalement, son régime va un peu péricliter, et il demande aux généraux espagnols s'il doit continuer. Les généraux espagnols le trahissent et lui disent non, donc il démissionne et il part en France. Et il va mourir 3 ou 4 semaines après être arrivé à Paris. Ah oui, d'accord. Et là, après, il va y avoir beaucoup d'incertitudes, et le roi décide, avec son gouvernement, d'organiser des élections municipales. Et puis, c'est un raz-de-marée dans les villes, dans les grandes villes uniquement, des listes républicaines, et la République se met en place, donc un peu comme par hasard, en avril 1931. Mais très vite, les choses vont tourner mal, parce que ce sont la gauche anticléricale et très très laïcarde qui va prendre les rênes du pouvoir, notamment un homme qui s'appelle Manuel Azaña, qui va avoir un rôle considérable dans le mauvais sens du terme. Et on va attaquer l'Église, on va la brider, mais terriblement. C'était très violent. Très violent. Les églises vont cramer, tout ça, dans toute l'Espagne. On va attaquer l'armée, on va commencer à attaquer l'armée. Et ainsi de suite, la République va se mettre à dos énormément de catégories sociales.
les catholiques, qui étaient... D'ailleurs, il faut, entre parenthèses, l'Espagne avait une tradition bien sûr catholique très importante, mais la pratique catholique avait beaucoup diminué. Ah ouais. Mais bon, ça va revigorer tout ça. Les militaires qui vont commencer, qui étaient très pour la République au départ, parce qu'ils pensaient que ça allait rétablir l'ordre, que la royauté n'arrivait plus à... On disait souvent du général Franco que c'était à l'origine un général républicain. Pas vraiment républicain, mais lui, il était pour l'ordre. Il était pour l'ordre. Quel que soit le régime, lui, à partir du moment où c'était l'ordre était établi, il était d'accord. Mais vous avez raison, il y a plein d'autres généraux qui étaient pro-républicain, notamment le général Mola, qui aura un rôle très important pendant les événements de 1936. Voilà, et puis donc la réforme agraire qui est une catastrophe, tout le monde, le gouvernement met à dos tout le monde, et puis des épisodes très violents où on tire sur des paysans, notamment à Casas Viejas en 1933, ce qui fait que la droite, qui était complètement laminée en 1931 au moment de l'arrivée de la République, va reprendre du poil de la bête, va gagner les élections de 1933, et alors là ça va être le commencement de la fin, parce que le président de la République, les gauches, vont refuser que la droite gouverne, carrément refuser que la droite gouverne. C'est ça qu'on oublie toujours Voilà. quand on parle de la dictature effective du général Franco, c'est que les gauches avaient établi une dictature. Voilà. Et en Elle n'est absolument pas 1934, les respectée. gauches, c'est-à-dire les anarchistes, une grande fraction du Parti socialiste, le Parti communiste bien sûr, et tous les groupuscules trotskistes, etc., Le etc. POUM et tout ça. Le POUM le POUM n'existait pas encore en 1934, il n'existe qu'en 1935, mais bon, peu importe. Ouais, Et ils vont prendre le pouvoir armé dans les Asturies et un peu partout dans l'Espagne, et c'est eux qui commencent la guerre civile. En fait, ce sont les gauches qui vont commencer la guerre civile. Donc, en fait, mon titre du républicanisme au totalitarisme, c'est parce que j'explique que les gauches républicaines, qui ont mis en place les institutions apparemment démocratiques, parlementaires, avec la Constitution de 1931, petit à petit, vont vouloir détruire et abattre les institutions, entre guillemets, démocratiques et parlementaires qu'elles avaient elles-mêmes établies. Pour installer une dictature. Quoi. Voilà, pour installer la dictature du prolétariat. Alors, ou la dictature du prolétariat si c'était les marxistes, au sens très large du terme, ou le communisme libertaire si c'était des anarchistes. Oui, parce qu'il y a effectivement en Espagne aussi un courant qui est méconnu souvent en France, c'est ce qu'on appelait le courant anarcho-syndicaliste, la faille, Je vous fais un scoop, c'est l'objet de mon prochain livre. Ah ben d'accord, voilà, donc... qui est quasiment écrit. Ah d'accord. Et c'est vrai que c'est un courant qui est très méconnu en France, qui existe parfois de manière assez caricaturale, mais qui a joué un rôle très important dans la guerre d'Espagne. Revenons à un événement qui a marqué certainement le tournant en fait, à cette époque-là. Ça a été l'assassinat de Calvo Sotelo. Ça c'est plus tard. C'est en juillet 1936. C'est quasiment au départ. C'est là que ça a déclenché l'insurrection du ça l'a déclenché juillet. Parce que vous avez par exemple un homme comme Franco qui avait clairement dit à Mola qu'il n'irait pas finalement. Et le 13 juillet, on apprend la mort de ce malheureux Calvo Sotelo, criblé de balles, enfin un assassinat. Le chef de la droite, enfin les chefs de la droite. Un chef parlementaire de la droite, de la parlementaire, de la droite. Qui avait été ancien ministre des Finances sous Alphonse XIII, qui était quelqu'un de très bien, et on l'assassine. Et pour quelle raison on l'a assassiné ? Parce qu'il était chef de la droite. Entre autres, mais aussi parce que, si vous voulez, à ce moment-là, depuis février 36, depuis les élections frauduleuses, d'ailleurs, je l'indique dans mon livre, j'explique pourquoi les élections de 36 du Front populaire ont été frauduleuses. Il y avait déjà des élections frauduleuses à l'époque. Oui, un peu comme aux États-Unis. Comme en France aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, ce crime, cet assassinat a déclenché. Franco a repris sa parole et a dit finalement j'y vais. Le 14 juillet, le lendemain de la découverte de l'assassinat. Et alors, comment expliquez-vous quand même ce fiasco politique des gauches au pouvoir ? Pourquoi ? Parce que là, à vous entendre, ils ont mis en place tout essentiellement parce que la gauche dite modérée, classique, parlementaire, s'est complètement laissée déborder par l'extrême gauche, par les extrémistes. Complètement laissée. Alors, consciemment ou inconsciemment, mais elle s'est complètement laissée déborder. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse, on va aller un tout petit peu plus loin, mais il y a un événement qui souvent de temps en temps, à la télévision, on voit des reportages là-dessus, sur la guerre civile à Barcelone. Oui, alors évidemment, il est de bon ton de dire que la guerre, il y avait les horribles fascistes, franquistes et tout ça. La guerre dans la guerre. La guerre dans la guerre. Mais en réalité, la guerre civile à Barcelone, ça a été une guerre terrible, extrêmement meurtrière,
mais qui a opposé les milices les milices communistes aux milices anarchistes, aux milices du POUM, un parti trotskiste, donc vous voyez d'unité marxiste, et à d'autres milices de gauche ou d'extrême gauche, qui s'entretuaient allègrement, si bien que quand les forces nationales sont rentrées dans Barcelone, elles étaient acclamées par la population. Et partout, toute la population, elle avait marre de cette situation. On ne pouvait pas sortir dans la rue sans se trouver sur une balle des uns ou des autres. Quelques mois avant, ou en 37, donc, il faut savoir que quand ça, plus les régionalistes, ça c'est vraiment l'objet de mon prochain livre. J'anticipe déjà sur mon prochain bouquin, mais c'est ce que je viens d'écrire. En mai 37, quand les communistes ont décidé de liquider les anarchistes, parce que avec les ordres du Kremlin, et tout ça aux ordres de Staline, ils ont été accueillis par les petits paysans, les petits commerçants, les petits artisans, les petits entrepreneurs à bras ouverts, parce que le collectivisme anarchiste, c'était quelque chose de terrible. On avait supprimé l'argent, on avait supprimé toute propriété privée, ils avaient tout nationalisé, et les communistes ont eu peur en disant: au niveau international, notre image va être très mauvaise, et si on veut que l'Angleterre et la France nous aident, il faut absolument qu'on passe pour des défenseurs de la petite propriété. Les communistes se sont provisoirement transformés en défenseurs de la petite propriété. Il y a des textes, il y a des articles absolument qui prouvent tout ça. Et ils ont liquidé les anarchistes. Et tous ces gens-là, tous ces petits entrepreneurs, ont applaudi les communistes pour après applaudir effectivement les forces nationales qui venaient les libérer. Mais en fait, les anarchistes étaient si forts que ça, si puissants que ça. En Catalogne, en Aragon, en Catalogne, très fort. Et je crois que la Catalogne a été un peu à part de la guerre d'Espagne au bout du compte. Comment vous expliquez? Parce que l'anarchie, nulle part, n'a été vraiment importante. Ils ont eu des militants, effectivement. Ils étaient même plus nombreux que les syndicats socialistes. La CNT était plus puissante que l'UGT. Ça tenait à quoi ça, c'est toute l'histoire. C'est une exception espagnole. Complètement. C'est toute l'histoire de l'anarchie en Espagne. C'est très intéressant. C'est l'objet de mon prochain bouquin. L'occasion de leur parler. Voilà. Mais c'est passionnant parce que cette guerre d'Espagne est beaucoup plus complexe que ce que veulent nous dire aujourd'hui les tenants de la pensée dominante. Et bon, tout à l'heure on parlait du général Primo de Rivera, qui a eu un fils, comme chacun sait, une fille d'ailleurs. Il a eu deux filles et un garçon. José Antonio Primo de Rivera, qui a créé quelques années après la phalange espagnole. Oui. Sa fille Pilar, qui est décédée il y a quelques années d'ailleurs seulement. Et qui était un rôle très important dans le social. Dans le social et dans les sections féminines de la phalange et tout ça. Et Pilar Primo de Rivera. Et donc, là aussi, ce mouvement phalangiste était un mouvement qui a une originalité aussi par rapport à bien d'autres mouvements on pourrait qualifier de similaires en Europe, qui relève de la tradition espagnole. Il y a vraiment une tradition. Les Pyrénées, c'est pas simplement une frontière, c'est une chaîne de montagnes. C'est aussi quelque chose qui engendre, au-delà des Pyrénées, une autre vision des choses. La phalange, c'est quelque chose aussi d'assez inexistant dans d'autres pays européens. Inexistant, parce que c'est au-delà évidemment les turiféraires de l'antifascisme vont dire oui, c'est un mouvement fasciste comme les autres. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un mouvement fasciste, parce que c'est un mouvement d'abord qui voulait conserver la tradition catholique de l'Espagne. Il y a ça d'une part. Comme vous le savez, les mouvements fascistes ont toujours été très anticatholiques. Oui, ont été très, très, très réservés en tout cas. Mais vous aviez aussi au sein de la phalange, vous aviez bien sûr José Antonio, mais vous avez aussi Ledesma Ramos ou des gens comme ça qui avaient quelque part peut-être plus de... Enfin, qui avaient presque... c'est peut-être un peu audacieux ce que je vais dire là, mais presque quelques références en tout cas dans cette tradition anarcho-syndicaliste espagnole que dans l'ultralibéralisme. Ils étaient contre le capitalisme et contre le socialisme. Voilà, ils voulaient vraiment faire une troisième voie. Une troisième voie entre les deux. Je suis étonné de ce que vous venez de dire, que les mouvements fascistes étaient très anticatholiques. En Italie, Mussolini a quand même fait les accords de Latran. Il a fait le concordat, mais je peux vous dire qu'après, Mussolini a tout fait pour laminer les mouvements de jeunesse catholiques. Non, ça pour un problème de concurrence, entre guillemets, entre les propres mouvements politiques de son parti. Et puis ça, oui, mais c'était pas fondamentalement anticatholique dans l'esprit. C'était pas comme le nazisme, c'est sûr, mais il y avait une tradition très très anticatholique dans le fascisme. Et d'ailleurs, à la République de Salo, une rivalité dans l'organisation. Le fascisme pardonnez-moi de vous interrompre, mais peut-être plus par rapport à la hiérarchie catholique, par rapport à l'idéologie
idéologie qui commençait à déstructurer quelque part ce qu'était le catholicisme originel. Mais vous avez par exemple un historien comme Paxton, par exemple, qui pourtant, Dieu sait s'il voit des fascistes partout. Il raconte n'importe quoi aussi. Oui, mais là, quand il décrit la phalange, il dit c'est pas un mouvement fasciste. Et c'est pas un mouvement fasciste pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il ne soit pas anti-catholique. Dont acte pour Paxton. Mais alors revenons-en un petit peu à... Donc nous sommes en 1900, au milieu des années 30. L'Espagne se retrouve avec une majorité de droite aux élections, avec un gouvernement de gauche qui ne veut pas céder sa place. Des exactions absolument épouvantables où on massacre à tour de bras curés, bonnes sœurs, paysans, propriétaires terriens, militaires et objectivement, est-ce qu'il y a eu des exactions et des crimes de la droite, enfin des partis de droite vis-à-vis des militants de gauche ou il y a forcément la phalange. Il y a des tensions quand même politiques. La phalange s'est défendue aussi. Mais par exemple, vous avez les historiens là, qui en 2017 ont fait un livre qui n'a pas été publié en France, qu'on trouve qu'en Espagne sur la fraude aux élections de 1936. On leur pose la question, on leur dit et ils expliquent cette fraude parce que justement les milices révolutionnaires se sont répandues dans les rues. Et il dit je n'ai pas trouvé, nous n'avons pas trouvé pendant tout le temps des élections du Front Populaire, parce que c'était des élections à 2 tours, donc ça a duré 15 jours, on n'a trouvé aucune exaction des mouvements de droite. Aucune exaction des mouvements de droite. C'est eux qui le disent. Vous savez, vous semblez le regretter. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Je le regrette. Non, mais il y a pas la Roland. Non, pas du tout, mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. Vous remontez il y a 15 jours, 3 semaines, pendant l'élection présidentielle, le nombre d'exactions de gauche ou d'antifa ou je ne sais quoi contre les militants, en particulier les militants d'Éric Zemmour, elles sont multiples et nombreuses. Ma connaissance, il n'y a pas eu... Alors bien sûr, il peut toujours y avoir un dingue un jour qui se revendique d'un mouvement de droite et il fait une connerie. C'est bien sûr, il y en a eu, il y en aura d'autres certainement, hélas. Mais d'une manière générale, il n'y a jamais eu en tout cas quelque chose d'organisé, de voulu, comme ça a été le cas avec les antifas qui sont chargés à chaque fois qu'il y a une réunion de Zemmour ou de Madame Le Pen ou de quelconque mouvement national, pour faire simple. Eh bien, à chaque fois qu'ils sont chargés d'aller contre-manifester, d'aller casser dans la rue, tout ça pour légitimer après l'interdiction future de prochaines réunions. Donc ça, on l'a vu, sans parler des attaques de colleurs d'affiches, de distributeurs de tracts et tout ça. L'Espagne des années 33-36, c'est les antifas en France multipliés par 100. Voilà, c'est ça, peut-être même par 1000 d'ailleurs. Moi, je trouve que ce livre, vraiment son intérêt, c'est de s'intéresser justement, de s'arrêter en 1936. Et il y a une très bonne biographie, mais j'ai lu il y a longtemps, je ne me rappelle plus, c'est un Américain qui l'a fait sur le général Franco. Et Franco, vous l'avez dit tout à l'heure, il a vraiment attendu de ne pas pouvoir en conscience faire autrement. Il a le contraire de la mentalité du putschiste, absolument. Et alors, il y a un peu de raison. D'abord, il n'aime pas faire des choses qu'il n'est pas sûr de réussir. Oui. Mais il y a aussi une question de droit. C'est-à-dire qu'il se dit à quel moment je peux franchir le pas. En 1932, il y a un général qui s'appelle Sanjurjo, qui était commandant de la garde civile en 1931 et qui a été à l'origine de l'arrivée de la République en Espagne parce que c'était un général républicain. Et qui, dès 1932, s'aperçoit que c'est n'importe quoi et qui fait un coup d'État, un putsch. Il est tout seul, quasiment, il n'y a personne, il n'est pas suivi, en 2 jours, c'est maté. Franco va le voir en prison. Et Sanjurjo lui dit, vous allez me défendre, parce que je vais être condamné à mort, vous allez me défendre. Et Franco lui dit, vous allez être condamné à mort et c'est normal. Parce que vous avez pris les armes contre la République. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon, finalement, il ne sera pas condamné à mort, mais voilà. Voilà Franco. Non, mais c'est pas du tout. C'est pour ça que en France, évidemment, on voit cette guerre d'Espagne bouffe, elle éclate comme ça. Franco, il s'est levé un matin, il s'est mis à mitrailler tout le monde. Enfin, c'est un peu cette histoire. La guerre d'Espagne, c'est un orage dans le ciel d'été. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Oui, justement, dans la vision qu'on a de la guerre civile espagnole, on a l'impression qu'il y a toute l'armée derrière Franco face à tout le peuple. C'est pas vrai du tout. Ça n'aurait pas tenu 4 ans, je présume, s'il y a eu tous les militaires d'un côté. Un coup d'État militaire, ça dure une semaine. Ça réussit ou ça réussit pas, mais ça dure une semaine. Là, c'est pas du tout ça. Comme vous le dites très justement, la guerre d'Espagne, ça a été l'armée qui s'est divisée en 2. La marine était plutôt républicaine, l'aviation aussi, l'armée de terre plutôt du côté nationaliste. Le peuple s'est divisé en 2. Une vraie guerre civile. C'est une vraie guerre civile, mais deux Espagnes. Voilà. Donc c'est... Mais est-ce que les gens convaincus, c'est-à-dire d'un camp et de l'autre,
il y a aussi la masse des Espagnols qui prenaient peut-être pas parti, ou est-ce que vraiment tous les Espagnols ont pris parti pour un camp ou pour un autre? Bon, c'est toujours pareil. Où il y a quand même une grande partie d'attentistes. Oui, bien sûr, mais après tout dépendait dans quelle zone on se trouvait, parce que très vite on s'est retrouvé soit en zone nationale, soit en zone républicaine. J'ai horreur de ce mot, parce que c'était tout sauf des républicains. Moi, j'appelle ça et la Phalange était républicaine. La Phalange était pour la République sociale, quelque part. Oui, mais moi j'appelle ça des révolutionnaires. Et d'ailleurs, le gouvernement républicain n'avait aucun pouvoir. C'était les milices révolutionnaires qui faisaient la loi en Espagne. À partir de février 1936, c'est clair. Bon, mais petit à petit, les gens ont bien vu, notamment, je donne un exemple dans mon bouquin, Puigdemont, qui est l'ancien président de la Catalogne, qui a voulu l'indépendance de la Catalogne. Il avait un grand-père qui était boulanger en Catalogne. Ce grand-père est parti, a quitté la Catalogne parce qu'il n'en pouvait plus des milices anarchistes. Il est parti en France. Et de France, il est revenu à Cadix, en zone nationale. Et cette espèce d'imbécile, parce que j'appelle pas ça autrement, de Pablo Iglesias, de Podemos au Cortés, a dit un jour, eh bien, le grand-père de Puigdemont s'est exilé comme son petit-fils s'exile à cause des fascistes espagnols. Alors après, on a fait des recherches, on s'est aperçu que le grand-père en question de Puigdemont, s'était exilé de Catalogne, mais pas pour fuir le franquisme, comme le disait Puigdemont, comme le disait Iglesias, mais pour fuir la République espagnole. De la même manière, il y a l'ancien Premier ministre français, Manuel Valls, qui racontait que son père avait fui le franquisme. C'est totalement faux. Il n'a pas arrêté de vendre des tableaux à l'époque de... L'un des fondateurs de la Seconde République espagnole, le docteur Marañón, je l'évoque beaucoup dans mon livre. Il s'exile à Paris à l'automne 1936 parce qu'il a peur d'être flingué parce que Madrid, c'est les milices révolutionnaires qui tiennent Madrid et toute la région de Madrid. Il reçoit un jeune juif polonais qui va venir en Espagne et ce jeune juif polonais va l'interviewer. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, j'en parle dans mon livre, etc. Et il lui dit, à ce jeune juif polonais qui va aller en Espagne, il y a actuellement en France 40 000 exilés espagnols à cause des milices révolutionnaires. 40 000 exilés. Ah oui, c'est une vision trop manichéenne aujourd'hui des choses là-dessus. C'est comme tous les Italiens qui sont venus en France dans l'entre-deux-guerres. Après la guerre, c'était officiellement pour fuir le fascisme. En fait, c'était pour trouver du travail. Oui, exactement. Comme mon grand-père, par exemple. Ça fait partie de tous les arrangements de l'histoire au profit de l'idéologie dominante, comme on disait tout à l'heure. Alors, professeur, vous avez une question à poser, non ? Non, aucune question. Non, aucune question. Le début de la guerre civile. Donc, qui a gagné finalement cette guerre d'Espagne ? Laissons le suspense. Quand ça démarre, pour moi, elle démarre et je suis parce que ça a tenu 4 ans quand même. C'est oui, long, non, mais elle démarre bien avant juillet 1936. Pour moi, elle démarre en octobre 1934, quand les milices révolutionnaires prennent les armes contre le système républicain pour le mettre à bas. Les combats durent 15 jours dans toute l'Espagne, et singulièrement dans les Asturies, mais dans toute l'Espagne. C'est là que commence la guerre civile, et vous avez maintenant beaucoup d'historiens, des plus sérieux comme Pío Moa, mais bien d'autres, Stanley Payne et d'autres, qui le disent exactement aussi. Donc la guerre civile, elle commence en octobre 1934, elle s'arrête provisoirement pendant quelques mois, et elle va repartir en juillet 1936. D'accord, dans l'arrêt, pourquoi ça redémarre en 1936 ? Pourquoi il y a eu cet arrêt ? Ça redémarre, ça s'arrête parce que... C'est l'assassinat de Calvo Sotelo qui fait... Non, c'est d'abord... À partir de février 1936, quand le Front populaire, entre guillemets, gagne les élections avec des fraudes, mais gagne les élections, c'est les milices révolutionnaires qui prennent le contrôle de tout. Donc l'Espagne vit un véritable système anarchiste, mais terrible. Enfin, il n'y a plus aucune règle, c'est la loi de la jungle un peu partout. Il y a des meurtres tous les jours, des assassinats tous les jours, des incendies, etc. Et au final, les militaires vont dire, faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter ça. Et il faut remettre un peu d'ordre dans le pays. Ils remettent de l'ordre. Exactement, c'est essayer de remettre de l'ordre dans le pays. Il y a eu ce... Pardon, moi, je trouve que, évidemment, on tombe à bras raccourcis sur le général Franco. Je trouve que l'Espagne a eu beaucoup de chance de tomber sur lui. Parce que d'abord, c'était un homme très prudent, dans tous les sens du terme, pas prudent juste pour sauver sa peau. C'était pas un Galicien pour rien. Et voilà, un Gaulois. Un Breton. Je ne sais pas si les Gaulois sont des gens prudents. C'est un Breton.
Mais il a su ne pas être prisonnier d'idéologies qui sont quand même une marque terrifiante du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez l'Allemagne, après la guerre, jusqu'à un certain point, et d'ailleurs c'est la politique anglaise, les revendications de Hitler sont parfaitement légitimes. Hein. Il dit, on a établi le droit des peuples proclamé en tout cas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Moi, je veux faire un grand État pour tous les Allemands. Et les Anglais disent, il a raison, au bout du compte. Qui peut l'en empêcher? Les Sudètes sont d'accord, les Autrichiens sont d'accord. Mais là où les Allemands se sont fait frustrer... Surtout, c'était un concurrent pour la France. Et l'Angleterre voulait qu'il y ait un contre-pouvoir, une influence française. Oui, mais pas seulement. L'Angleterre dit, pourquoi vous... Qu'est-ce qui les en empêche? Il y avait une logique. Qu'est-ce qui les en empêche? Parce que c'était dangereux pour elle. Donc, les Anglais, on a beau dire, c'est pas que leur intérêt. Et là où les écailles leur sont tombés des yeux, et les Allemands auraient dû le voir, c'est qu'à partir du moment où Hitler a fait ça, s'il avait été Franco, il se serait arrêté. Hein, en fait, ça a basculé après les Sudètes. Quand on a attaqué la Pologne, ils se sont dit, ben oui, la Pologne, par contre, c'est pas germanique. Pourquoi ils l'attaquent? Et l'Angleterre, des écailles lui sont tombés des yeux. Mais en plus, ce qui est savoureux, c'est que la Pologne aurait été vraisemblablement prête. C'était un régime de généraux à s'allier à l'Allemagne pour abattre le communisme. Et ça, Franco aurait pu se dire, Hitler a conquis toute l'Europe, je vais lancer l'Espagne, c'est ce qu'espérait Hitler. Hein, et Franco, il l'a promené, lui a fait faire plein de saluts, des beaux défilés. Hitler est reparti, lui a dit au revoir et merci, qu'est-ce que je vais avoir en échange? Rien. Petite précision sur votre explication qui est tout à fait juste, mais c'est pas avec la Pologne, c'était juste avant, c'est après les Sudètes de territoire allemand, ça les Anglais pouvaient encore le comprendre. Mais quand la Tchécoslovaquie, il a envahi le reste de la Tchécoslovaquie, là ils ont plus compris. Là, les Anglais ont dit non, là c'est pas possible. Ils ne sont pas entrés en guerre, mais je vous ferai observer, d'ailleurs, c'est que la Pologne a participé au démembrement de la Tchécoslovaquie, avec l'Allemagne. C'est des choses peu connues. Et Franco a eu l'immense intelligence pour le peuple espagnol d'être imperméable à ses idéologies et de ne pas se dire on va faire une Europe fasciste. Il était finalement nationaliste dans le sens assez étroit du terme, au bout du compte. Hein, ce qui était le cas des Grecs aussi. Comme vous dites, c'est quelqu'un qui voulait restaurer l'ordre. Voilà. Et d'ailleurs, il a un peu floué, je sais que quelquefois, il a floué les royalistes, les royalistes, et puis aussi même la phalange. Hein, oui, complètement. Il s'est servi d'eux, mais eux pensaient qu'il allait aller plus loin, mais lui, l'idéologie, c'était pas son truc. Mais ça dit, il a tenu 45 ans. Roland vous donne le nom, effectivement, du dictateur grec, du colonel, du général grec, Métaxès, qui lui, qu'on taxe de fascisme aussi, alors qu'il n'était pas fasciste du tout, il était nationaliste grec. Il était... On traite de fasciste tout le monde. On lui a reproché, on dit, mais pourquoi vous avez fait la guerre avec Mussolini? Pourquoi est-ce qu'il vous a envahi? Il dit, Mussolini nous a envahi, nous on s'est défendus, on est nationalistes. D'ailleurs, ils les ont étriés. Oui, ça a été une catastrophe. Sont nazis maintenant. Oui, tout le monde est nazi. Donc, ça va loin. Mais oui, alors donc revenons un petit peu à l'Espagne. Donc à cette et on peut pas parler de cette période, enfin de la guerre d'Espagne en tout cas. Alors là, on dépasse 1936, mais de ce geste extraordinaire de l'Alcazar de Tolède, cette histoire. Faut en dire quelques mots peut-être. L'Alcazar de Tolède, oui. Franco, je pense que Franco a un coup de génie là. Alors, il a certainement prolongé la guerre parce que je pense que s'il n'allait pas sur Tolède, s'il fonçait directement sur Madrid, il aurait peut-être pris Madrid, alors qu'il a mis beaucoup plus de temps que ça à le prendre, puisqu'après il n'y arrivera pas avant la fin quasiment. Mais au niveau de l'image, au niveau de la perception qu'on a eue de son personnage, il s'est imposé, quoi. L'Alcazar de Tolède, ça l'a imposé, et d'ailleurs très peu de jours après, à Salamanque, au début octobre 1936, il prend le pouvoir dans la zone nationale, il devient le général en chef. Expliquez-nous peut-être en détail pour les téléspectateurs ce qu'a été l'Alcazar de... L'Alcazar de Tolède, c'était un grand monument militaire qui datait du Moyen-Âge. C'était une académie militaire commandée par le colonel Moscardo. Et au début de la rébellion, donc en juillet 1936, Moscardo a dit « Moi, je me rallie aux troupes nationales ». Et à ce moment-là, comme il était en pleine zone révolutionnaire, il a été obligé de se réfugier dans l'Alcazar, qui est un grand bâtiment moyenâgeux avec des murs et très épais, enfin un bâtiment militaire, quoi. Et il a tenu plus d'un mois à une
200 ou 300 personnes, je crois. Et surtout avec l'épisode tragique de son fils qui a été prisonnier. Alors, l'épisode tragique de son fils, on a pris son fils, les révolutionnaires ont pris son fils, ils ont téléphoné au colonel en disant « Si vous ne vous rendez pas, on tue votre fils ». Et là, il a dit Sois courageux, mon fils. Sois courageux, mon fils, mais je ne me rends pas. Et son fils a dit « D'accord, papa, tu ne te rends pas, c'est normal. » Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais enfin, en tout cas, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de visiter l'Alcazar de Tolède, et il y avait encore l'enregistrement, je ne sais pas si on l'entend encore, mais moi je l'ai visité aussi il y a longtemps, 25 ans. Voilà, l'enregistrement Et quand Franco est arrivé, 25 septembre, je crois, ou 30 septembre 1936, il est arrivé à l'Alcazar de Tolède, qui était en ruine, et que Moscardo est arrivé, et que Moscardo, qui était colonel, l'a salué. Franco lui a dit alors mon colonel, qu'avez-vous à déclarer? Et Moscardo l'a dit, rien à déclarer, mon général. L'Alcazar tient toujours. Et ça avait été Enfin, c'est une séance extraordinaire, c'était ce siège de l'Alcazar, où toute la bourgeoisie madrilène de gauche, évidemment, venait assister au bombardement, c'est le spectacle, sur les montagnes autour de Tolède, on venait assister au bombardement de l'Alcazar. Il y avait les forces républicaines qui pilonnaient, seulement les hommes du général Moscardo, qui étaient enfermés dedans, avec leur famille, pour beaucoup d'entre eux, parce qu'en plus, il y avait très peu de cadets. Il y avait des femmes. Il y avait des femmes. Il y a même un enfant qui est né dans... N'est-ce pas Dom Blas-Pignard qui est né dans l'Alcazar? Ça, je n'oserais pas le dire. En tout cas, le père de Dom Blas-Pignard était à... Dom Blas-Pignard, qui était un des derniers fidèles du général Franco et du régime franquiste, et qui a continué après, par la suite, avec le mouvement Forza Nueva, à défendre l'idéal, enfin, la politique du général Franco. Donc, je crois, je me trompe peut-être, là, je dis certainement une bêtise, mais enfin, en tout cas, le père de Dom Blas-Pignard était dans le... Et il y a un enfant qui est né dans l'Alcazar. Et je crois que le père de Dom Blas-Pignard faisait partie des officiers enfermés. Il faut que sa mère y ait été aussi. C'est le point qui reste à éclaircir. Ça reste à éclaircir. Voilà, la prochaine émission, on éclaircira. Si le père était seul. Le général Franco a choisi de libérer Mosca plutôt que. Oui, il a choisi que d'aller sur Madrid. D'ailleurs, on lui a dit s'il avait foncé sur Madrid, à ce moment-là, il aurait peut-être pris Madrid. Or après, ça a traîné. Et en octobre 1936, à partir d'octobre 1936, les brigades internationales sont arrivées. Staline a commencé à envoyer des tanks, plein d'armes à la République espagnole. Et ils ont tenu Madrid, enfin une partie de Madrid, parce que certains quartiers de Madrid étaient déjà passés aux mains nationales. Et ça a tenu jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en février 1939. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, les assiégés, en fait, avaient creusé en dessous de l'Alcazar des tunnels. Et le soir, ils sortaient et ils allaient faire des coups de main. Ils allaient faire des coups de main et ça a été c'est vraiment un fait d'armes remarquable, vraiment. Et j'invite tous les téléspectateurs qu'ils peuvent à se renseigner, à lire. Il y a quelques livres qui sont sortis sur cette notamment histoire. Un de Francis Bergeron, Olivier Grimaldi, et je crois qu'il y a un troisième auteur. Et même une bande dessinée. Une bande dessinée, qui a été faite par le Cercle franco-hispanique dans les années 80 sur ça. On parlera tout à l'heure, on dira deux mots sur le Cercle franco-hispanique, qui est une association qui mérite d'être soutenue et qui a fait un travail énorme justement pour faire connaître aussi le travail de cette histoire, cette période de l'histoire. Ouais. J'en reviens à votre titre, Trahison des gauches. Comment justifiez-vous ce titre? En quoi ils ont-ils trahi? Des gauches, on a compris que c'était... tautologie, parce qu'il y avait une constitution qui était ce qu'elle était, qu'on pouvait critiquer ou pas critiquer, mais il y avait une constitution qui établissait des élections libres, démocratiques, etc., et que le parti politique qui gagnait les élections devait gouverner. Et c'est ce que j'ai expliqué en novembre 1933, quand la CEDA, la droite espagnole, a gagné les élections, très largement, avec les centristes qui étaient un peu en dessous. Eh bien, au lieu que ce soit la CEDA dont le leader, José María Gil Robles, devienne chef du gouvernement, eh bien, le président de la République a refusé que la CEDA puisse gouverner l'Espagne. Et comment il a pu justifier ça? Parce qu'il avait peur. Les gauches l'ont menacé. Les gauches lui ont d'abord dit « Vous annulez les élections ». Il a dit non, je ne vais pas annuler les élections. Les gauches lui ont ensuite dit si vous annulez pas les élections, vous nous confiez quand même le pouvoir, on sera minoritaire, mais tant pis, on voudra continuer à gouverner l'Espagne. Il a dit c'est pas possible. Donc il a trouvé un compromis en disant je vais nommer un centriste chef du gouvernement, c'est Alejandro Lerou, qui est devenu chef du gouvernement. La CEDA n'a pas participé au gouvernement, elle soutenait tacitement le gouvernement, mais elle n'y participait pas, il n'a même pas eu un ministre.
Et c'est quand elle a eu 3 ministres en octobre 1934 que les gauches qui avaient préparé leur mouvement insurrectionnel se sont mis à attaquer le pays. Donc c'est une trahison. C'est une trahison des institutions. Et c'est une trahison parce que c'était des mouvements républicains qui sont devenus tout d'un coup des mouvements révolutionnaires. Tout ça sous la pression des anarchistes. Alors, il y avait les anarchistes qui, en plus, bien sûr, faisaient pression derrière. Oui. Et alors, pendant la guerre civile, à partir de 1936, il y a eu une opposition sanglante entre le POUM qui alors, était... pas au début, parce que la Catalogne est devenue très rapidement l'apanage des anarchistes. Et le POUM, qui s'est constitué en 1935, le POUM, c'est un ramassis de partis d'extrême gauche anti-staliniens. Trotskiste, voilà. Ouais. Mais ils n'étaient même plus vraiment trotskistes, parce qu'ils s'étaient fâchés avec Trotsky. Mais ils avaient été trotskistes un temps, oui. Mais après, ils sont fâchés avec Trotsky. C'est un rassemblement anti-stalinien, en fait. Ils ne supportaient pas les staliniens. Et donc, c'est eux qui gouvernaient, en fait, la Catalogne et l'Aragon et une partie de la région de Valence. Et à un moment donné, quand Staline a vraiment envoyé en Espagne tous ses émissaires du NKVD, des commissaires politiques, les brigades internationales, des armes, des tanks, des avions, il a dit maintenant c'est bien joli, mais moi si je fais tout ça, c'est pour liquider toute cette racaille d'anarchistes et de trotskistes que je liquide en ce moment en Russie et que je ne vais pas garder en Espagne. Et c'est pour ça qu'il a donné des ordres pour que... Parce que les brigades internationales, les fameuses brigades internationales, c'était surtout des staliniens qui étaient... Alors, il y avait beaucoup d'idéalistes sans doute, mais elles étaient gouvernées, commandées, prises en charge que des staliniens. De la troisième, du Comintern. Alors vous avez bien sûr André Marty, vous avez des Allemands, Dahlem qui deviendra un ministre de la RDA, vous avez Togliatti qui deviendra un patron du Parti communiste italien après la guerre, etc. etc. C'était quasiment, tout était pris en charge, pris en main par le Comintern, par Staline. Ouais. Et alors donc, se termine donc le 10... la guerre civile. La guerre civile. En avril 1939. Le 1er avril 1939. À Burgos que signé... Non, il n'y a pas eu de signature. Enfin, non, mais que la fin de la guerre a été actée plutôt. Burgos, c'était le siège du gouvernement national, avec Salamanque aussi. Il y avait des ministères à Burgos et à Salamanque. C'est ça, et à ce moment-là, tout s'est transféré à Madrid. D'accord, oui, c'est ça. Donc en 1939, c'est la fin de la guerre civile. Le 1er avril, Franco fait un communiqué en disant... Et il termine en disant « la guerre est finie voilà. ». Qu'est-ce qui a fait basculer la guerre ? C'est parce que Staline, les communistes et la France du Front populaire ont beaucoup aidé énormément. Les républicains. On sait que de l'autre côté, les Italiens et les Allemands ont aussi, aidé, mais ça s'équilibrait très largement. Et qu'est-ce qui a été déterminant dans la victoire de Franco ? La discipline, l'ordre et la discipline, parce que les milices, le camp révolutionnaire était complètement divisé. Ils se tiraient tous dans les pattes. C'était l'anarchie la plus totale. Ça continuait en fait. Même temps, quand il y a des anarchistes. Comment ça a pu durer 4 ans quand l'ennemi est divisé ? Parce que Staline les a fournis en armes. Et Staline et puis beaucoup de tous les bateaux de guerre d'Europe qui étaient là. Il y avait 60 000 combattants des brigades internationales, c'est pas rien. Il y avait quand même la moitié de l'Espagne, à un moment donné, la moitié de l'Espagne c'était là. Et puis ils se sont défendus vaillamment. Les Espagnols, de toute façon, ils se sont défendus vaillamment. Et ils étaient armés, financés par... Enfin, pas financés, non, parce que c'est Staline qui leur a piqué tout leur or. Mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est un autre épisode encore, ça. C'est essentiellement la discipline. La discipline, vous savez, dans une guerre, quand vous avez un commandement unique, avec un objectif unique, et que tout le monde marche derrière le chef, vous avez beaucoup plus de chances de gagner que si vous êtes divisé, si ça part dans tous les sens. C'est passé comme ça. Ça date des Romains, ça. C'est parfois toujours valable. Oui, tout à fait. Mais donc 1939, c'est la guerre est finie, comme l'a dit le général Franco. S'ensuit un régime autoritaire, oui, mais qui fera l'Espagne moderne. Surtout dans les années 50. Surtout, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu aussi le blocus, pas le blocus, mais l'embargo. Il y avait une espèce dans les Américains. Qui a cessé au début des années 50 parce que les Américains, avec la guerre froide, et on dit il vaut mieux que l'Espagne soit avec nous que contre nous. Oui, d'accord. Donc ils ont réussi à faire admettre que Franco arrive à l'ONU, enfin que l'Espagne soit membre de l'ONU. Et à partir de là, les choses se sont débloquées, les Américains ont beaucoup aidé l'Espagne. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, justement, Staline avait volé quasiment tout l'or de l'Espagne, toutes les richesses d'Espagne. L'Espagne s'est retrouvée sans rien, ruinée par la guerre, et puis n'avait plus de devises, plus de ressources. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est une particularité aussi de l'Espagne, c'est ses relations avec
ce que l'on savait sur l'ancien empire, en particulier l'Amérique latine. Oui, mais ils étaient tous contre Franco parce que le Mexique était révolutionnaire, l'Argentine aussi. Oui, mais quand il y a eu l'Argentine de Perón... Ah non, mais ça c'était avant, c'était après. Oui, mais après, non, mais je parle au moment du bloc... Enfin, au moment oui. l'Argentine de Perón a beaucoup aidé. Oui, après, mais dans les années 50. Dans les années 50, oui, j'entends. 45, 50. Oui, c'est ça. Quand il y a eu ce qui a aidé l'Espagne, après, parce que là, on va dépasser un petit peu le cadre de la guerre civile. Je cite dans mon livre un historien de gauche qui dit, mais Franco, mais ça a été les 40 années de Franco, mais pour l'Espagne, c'était formidable. Il le dit texto, un historien de gauche. Surtout, on parle toujours de la dictature de Franco. Enfin, c'était quand même une dictature dans laquelle on pouvait rentrer et sortir. Les Espagnols pouvaient partir d'Espagne, sans problème. Par rapport à paradis soviétique, où on ne pouvait ni entrer ni sortir, il y a une grosse différence. Les 4 ou 5 000 Espagnols qui ont émigré en Russie, en URSS, après la fin de la guerre civile, sont vite revenus. Qui étaient des communistes, ils ont souffert le martyre. Ils ont souffert le martyre. En France, et là, ils ont compris le paradis terrestre. Staline se méfiait d'eux. Il se méfiait du regard étranger qu'on pouvait avoir. J'ai une petite anecdote qui me revient là comme ça. Mon père était allé en Espagne. L'année de la mort de Franco, c'est 76. 75. 75. Il est mort en 75. 20 novembre 75. Et comme vous vous souvenez que l'été 76, il y a eu une terrible sécheresse. Oui, exact. Qui en France, moi, il n'y a plus de fourrage, on entendait les vaches gémir, il y avait un impôt sécheresse, on coupait des branches de noisetier pour donner aux vaches. Enfin, donc en Espagne, j'imagine que ça devait être encore pire. Et mon père avait vu sur un mur quelqu'un qui avait écrit, et il avait dit ça, c'est le summum de la foi politique. Et quelqu'un avait écrit sur un grand mur avec une bombe de peinture, je suppose, sous Franco, il pleuvait. Mais c'est vrai que très vite. En fait, là aussi, c'est intéressant. Mais il y avait un certain inconnu quand Franco était mort. On disait, est-ce qu'il est mort, on dissimule ça. On s'attendait tous. Qu'est-ce qui va tout le monde s'attendait à la légalisation du Parti communiste. Tout le monde avait peur que l'Espagne retombe. Finalement, il y a eu les élections. Le Parti communiste a fait un score très très limité. Les gens se souvenaient des exactions communistes de l'époque dont on vient de parler. Mais je pense aussi que dans l'esprit espagnol, Juan Carlos, c'était la succession. Au début, oui, je pense. Au début, la succession de Franco. Oui, mais quelque part, parfois, je choque un peu mes amis. À l'époque, heureusement qu'il y a eu un roi, ça a tenu le pays. Ça a tenu le pays. Et je crois savoir... Parce que s'il y avait un président de la République... Tout à fait, contredisez-moi si je me trompe, mais je crois savoir que lorsque Franco sait qu'il n'en a plus pour longtemps, il convoque Juan Carlos, et il dit à Juan Carlos, écoutez, voilà, j'ai tenu pendant 45 ans, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été conforme à mes idées, l'Espagne catholique, une Espagne... Voilà, et... vous ne pourrez pas tout tenir. Vous serez obligé de lâcher sur l'avortement, sur le divorce, sur tout un tas de choses. Voilà. Il n'y a qu'un point sur lequel je vous demande de ne jamais lâcher, c'est l'unité de l'Espagne. Ça, vous serez obligé de lâcher à un moment ou à un autre sur des tas de choses. La reconnaissance du Parti communiste, tout ça, vous serez obligé de lâcher d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a qu'un point sur lequel il ne faut jamais lâcher, c'est l'unité de l'Espagne. Car tant que l'Espagne sera unie, l'Espagne sera forte. Le jour où l'Espagne sera désunie, force est de reconnaître que quand il y a 2 ou 3 ans, je me rappelle, j'avais été invité à une émission, mon cher Philippe, à l'époque par notre ami Martial, Bistro Liberté, ça avait été l'un des sujets abordés. Et je me souviens très bien, à cette époque-là, le fils de Juan Carlos, qui était devenu roi, Philippe VI, n'a pas lâché non plus là-dessus. Ouais. Quelque part, il a maintenu quelque part. Il a fait un discours assez courageux. Il a fait un discours assez courageux, reprenant en fait l'unité de l'Espagne. Et c'est ça. Et c'est ce qui est inscrit dans la Constitution. Qui est inscrit dans la Constitution. Donc là-dessus, on peut dire qu'il y a toujours une persistance. Alors bien sûr, entre-temps, il y a eu la persistance, sans en parler en quelques minutes, si vous voulez bien, de ce fameux mouvement Vox dont tout le monde parle. C'est un mouvement national de droite, conservateur, libéral, de droite conservatrice, mais qui fait un tabac et surtout identitaire et très identitaire par rapport à l'immigration. Et la percée qui est inimaginable il y a encore une vingtaine d'années d'un mouvement nationaliste comme Vox, national, on va dire comme Vox, aux élections et aujourd'hui Vox. D'ailleurs, la gauche dit actuellement en Espagne, si le Parti populaire s'allie avec Vox, c'est contraire à la Constitution. Ah oui, d'accord. C'est contraire à la Constitution. On n'a pas le droit de faire des alliances avec Vox. Oui, parce que Vox serait un parti extrême droite, franquiste, je sais pas quoi. C'est vraiment toujours le combat du bien et du mal. C'est toujours le camp du bien contre le camp du mal. Et eux considèrent qu'ils sont le camp du bien, donc nous sommes le camp du mal. C'est pas nouveau. Pour revenir quand même à la succession du général Franco, parce que Juan Carlos
vous avez fait remarquer effectivement que le fait d'avoir mis un roi à la mort de Franco fait que ça a tenu, peut-être. J'en suis persuadé. Après, on peut critiquer ou pas. Moi, je le critique beaucoup aussi, Juan Carlos. Voilà, Juan Carlos, comme héritier général Franco, c'est un peu à contre-temps, quoi, parce qu'il a été plutôt un mais Franco avait préparé cette succession. Un roi Moore dont l'honnêteté est assez modérée, visiblement. Oui, mais ça s'est découvert bien après. Ça s'est découvert bien après. Mais enfin, Général Franco n'avait pas vu ça. Juan Carlos était très jeune à l'époque. Oui, mais enfin, il était jeune. Quand il a vu quand même qu'est l'adolescent. Quand on est adolescent, jeune homme, on voit déjà à qui on a affaire. Je pense que Franco avait compris que s'il voulait que l'Espagne perdure, il fallait absolument qu'il y ait une continuité monarchique. C'est l'avantage de la monarchie. La monarchie, au moins, et mon cher professeur, c'est pas vous qui allez me contredire, je pense, la monarchie a au moins un avantage, c'est de délimiter les limites du domaine, justement. Mais est-ce que ça peut s'expliquer aussi c'est une bonne question. Il y a beaucoup, la personnalité de Franco. La monarchie, ça veut dire beaucoup de choses. La République aussi. Mais, puisque vous parlez de monarchie, je ne peux pas résister. Sur les réseaux sociaux, j'aime pas leur répondre, parce que généralement, ils sont... Bon. Vous avez des légitimistes, c'est-à-dire des gens qui ont une conception de la monarchie qui est soigneusement étudiée pour rendre toute restauration et même toute idée de restauration absolument impossible. Et quand ces gens m'expliquent que c'est ce qu'ils appellent Louis XX, ils ont concentré sur sa tête tous les titres qui ont appartenu à la maison capétienne depuis son origine, ce qui fait beaucoup. Et ils me disent qu'il doit être roi de France. Alors si je ne m'abuse, c'est une branche des Bourbons qui est roi d'Espagne, qui a annoncé, voilà, bien sûr, le traité d'Utrecht 1713, et pourquoi ce Louis XX, qui est l'aîné de cette branche, n'est-il pas sur le trône d'Espagne? Et je leur dis qu'ils prennent le trône d'Espagne, c'est déjà une monarchie, c'est quand même mâché. En plus, avec un roi corrompu, dont le fils est divorcé, donc Louis XX... Pour la grand-mère a un lien de parenté avec le général Franco, d'ailleurs, si je ne m'abuse. La grand-mère. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ou avec un ministre du général Franco. Mais donc, Louis XX devienne roi d'Espagne, puisqu'il est l'aîné des Bourbons. Et puis, après, on le prendra comme roi d'Espagne, et on pourra dire de nouveau... Il n'y a plus de Pyrénées, comme en 1713. Ce qui était une très mauvaise idée, d'ailleurs. C'était une autre branche des Bourbons, je pense. Louis XX, oui, mais normalement, c'est l'aîné qui doit être dessus. Donc pourquoi il réclame le trône de France? Il n'est pas capable d'avoir le trône d'Espagne. Professeur, alors, en 10 secondes. Ah ouais, on n'a même plus 10 secondes. Louis XX est bien le fils d'Alphonse. Je ne sais pas qui sont ces gens, moi. Ah bon, et on a la monarchie qui est même pas... Non, c'est un descendant d'Alphonse XIII. C'est la branche aînée, oui, c'est un descendant d'Alphonse XIII. Sur le roi actuel, sur le fils du roi de Carlos. Moi, j'ai regretté qu'à un moment donné, il n'ait pas pris sa voiture et qu'il ne soit pas allé en Catalogne pour rétablir plus peut-être l'ordre. Il a hésité, il a failli y aller, on lui a interdit, donc il n'y est pas allé. Mais bon, je crois qu'il tient son rang quand même pour l'instant. Si Vox était au pouvoir, peut-être qu'il l'aurait fait. Chers amis, l'heure avance et il va bientôt falloir qu'on se sépare. Je le rappelle, le livre de Michel Festivi, qui s'appelle « La trahison des gauches espagnoles, du républicanisme au totalitarisme, 1930-1936 ». C'est un livre édité par De Alpha pour la modeste somme de 23 € et qui fait 218 pages. Pour la vérité historique contre les lois mémorielles. C'est important à rappeler. Collection dirigée par... Pour moi. Philippe Randa. Et puis justement, puisqu'on parle de Philippe Randa, on va en parler aussi 2 secondes, parce qu'il vient d'écrire un livre sur quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, sur Jean Picolec. Jean Picolec, l'atypique, Jean Picolec, l'éditeur. Qui nous a apporté énormément à vous et à moi. Beaucoup à nous tous. Et je dois dire qu'on a beaucoup appris de choses grâce à Jean. C'est non seulement un éditeur, mais c'est un ami. Mais, il est venu dans une émission. Il est venu à plusieurs, peut-être plusieurs fois. Des émissions. Et d'ailleurs, on espère le revoir un de ces jours. Et Jean Picolec, l'atypique, donc c'est édité chez... Synthèse Nationale. Puisque vous en parlez justement. Voilà, avec une belle préface de Roland Elie. Voilà. Et donc, ce livre qui fait 200... Alors, combien de pages? C'est vous qui l'avez écrit, Philippe, alors vous devez savoir. Allons. C'est vous qui l'avez édité. 248 pages pour 29 €. Vous pouvez trouver ce livre sur le site www.synthèse-édition.com et le livre... Et la contribution de beaucoup de ses amis. Beaucoup de ses amis, oui. D'ailleurs, il y a des signatures surprenantes et non des moindres, si je puis dire. Et aussi, bien sûr, le site www.francefi.com où vous pourrez trouver le livre dont on a parlé aujourd'hui de Michel Festivi sur la trahison des gauches espagnoles.
pour la guerre civile. Merci d'être venu. Merci et puis, beaucoup. vous nous avez parlé de votre prochain livre sur les mouvements anarchistes en Espagne. Eh bien, ce sera sans doute une occasion pour se revoir. Voilà. J'espère bien. Voilà, et on parlera de ça. Et alors, vous avez 2 questions auxquelles il faut répondre d'ici là. La parenté entre Alphonse XIII Louis XX et, Louis non, XX. pas Alphonse XIII, Louis XX et Gérald Franco. Il doit y avoir il y a une piste à creuser. Non, mais je pense qu'il y a. Et puis, une c'est dernière la chose que question je des voulais dire aussi, je voulais juste en 2 mots aussi, bien sûr, parce que nous avons parlé de l'Espagne. On ne peut pas parler de l'Espagne sans parler du Cercle franco-hispanique, qui a été créé il y a maintenant une trentaine d'années par notre ami Olivier Grimaldi, qui est aujourd'hui présidé par son épouse Hélène Grimaldi. Alors, le Cercle franco-hispanique, je n'ai pas l'adresse sous les yeux, mais enfin bon, vous regardez sur Internet, vous allez trouver toutes les informations. C'est une association qui œuvre pour défendre la mémoire de l'Espagne nationale. C'est une association qui a fait énormément de travail, qui a publié un certain nombre de livres, de brochures, qui a organisé des colloques, qui a organisé tout un tas de choses. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à aider le Cercle franco-hispanique, à prendre contact avec lui, et vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà, chers amis, à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.